Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La ville d'Edgemont vibrait du doux bourdonnement de l'ambition, où les tours d'acier embrassaient les nuages et où les gens vivaient en mouvement. Jessica Watkin, graphiste à la voix douce mais déterminée, se retrouvait à la frontière entre survie et réussite. À 27 ans, elle vivait seule dans un modeste appartement du côté sud, les murs décorés d'échantillons de typographie, de palettes de couleurs et de tableaux de visualisation collés à côté d'un petit bureau. Elle travaillait en freelance pour de petites marques et des cafés locaux, mais son rêve était de décrocher un poste permanent dans une agence de design réputée. Le jour, elle créait sur des logiciels obsolètes et, la nuit, peignait des œuvres abstraites inédites. Son univers était calme, organisé, discipliné et empli d'un espoir discret. Ses parents étaient décédés dans un accident de voiture alors qu'elle était en dernière année d'université, et depuis, elle avait appris à construire sa vie sur la solitude, la résilience et l'art de taire son chagrin. C'est lors d'une soirée réseautage organisée par une agence du centre-ville qu'elle a rencontré David Robinson. Grand, charismatique et vêtu d'un blazer bleu marine qui lui allait comme un gant, David se démarquait. À 30 ans, il gravissait déjà les échelons comme responsable marketing chez Everline Corporation, l'une des plus grandes marques de consommation de la ville. Il n'était pas le plus bruyant de la salle, mais il avait de la présence. Son rire était chaleureux, ses paroles posées, et lorsqu'il regardait Jessica de l'autre côté de la pièce, ce n'était pas avec le flirt superficiel auquel elle était habituée. Ils entamèrent la conversation près du bar à vin, lui intrigué par sa carte de visite minimaliste, elle attirée par sa façon d'aborder le storytelling de Marc comme s'il s'agissait de poésie. Leur conversation fut fluide et électrique. Jessica se surprit à sourire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, et David, malgré son professionnalisme impeccable, semblait sincèrement intéressé. Il lui demanda quelles étaient ses polices préférées, rit de son obsession pour la signalétique et lui promit de la mettre en contact avec un recruteur de son entreprise. Ils partirent ce soir-là en échangeant leurs numéros, leurs univers, si différents par leur ampleur, soudain alignés par la curiosité. Ce qui avait commencé par des textos matinaux et des pauses café improvisées évolua rapidement. David l'emmenait faire des balades nocturnes le long du port, lui faisant part de son grand rêve de créer un jour sa propre agence de marketing. Il lui parlait de son enfance dans une famille stricte, de l'éducation qu'on lui avait donnée à ne jamais se contenter du second choix et de son refus des relations superficielles. Avec Jessica, disait-il, les choses semblaient réelles, et Jessica le croyait. Il lui donnait le sentiment d'être vu, choisi et chéri. Il encourageait son art, soutenait ses projets en freelance et la faisait rire avec ses histoires de pitch ratés et de polémiques de bureau. Il cuisinait pour elle, s'asseyait par terre dans son appartement et lui demandait la signification de chacune de ses peintures. « Tu es mon calme dans la tempête », lui dit-il un soir, alors qu'ils étaient allongés ensemble, regardant le ventilateur de plafond tourner en boucle paresseuse. Lorsqu'il murmura « Je veux être avec toi pour toujours, Jess », elle crut à ces mots de tout son cœur. L'amour, pensa-t-elle, l'avait enfin trouvé dans la ville de l'ambition. Le mariage a eu lieu dans un petit jardin botanique niché dans les collines, juste à côté d'Edgemont. Jessica avait toujours imaginé une cérémonie discrète, sans salle de bal scintillante, 100 000 invités, juste une sincérité brute et ce qui comptait vraiment. Sous un dais de rose ivoire et de lanternes scintillantes, elle a marché jusqu'à l'hôtel dans une robe fluide en dentelle crème qui épousait sa silhouette avec élégance et grâce. Son bouquet, confectionné de ses propres mains, était composé de fleurs sauvages, d'eucalyptus et de gypsophile, une métaphore parfaite de l'amour qu'ils avaient cultivé, simple, sincère et profondément enraciné. David se tenait devant l'autel, vêtu d'un costume anthracite sur mesure, les yeux à l'écoute tandis qu'il murmurait « Tu es tout ce pourquoi j'ai prié ». Leurs vœux n'étaient ni écrits ni répétés. Ils se parlèrent avec le cœur, se promettant de s'encourager mutuellement, de surmonter les épreuves, de rêver sans limite. Rachel, la meilleure amie de Jessica, était à ses côtés comme demoiselle d'honneur, et Marcus, le jeune frère de David, était venu de Chicago pour lui servir de témoin. C'était parfait, du moins en apparence. Après sa lune de miel en Toscane, la vie a repris son cours. Jessica est retournée auprès de ses clients freelance avec un sens renouvelé de sa vie. David, quant à lui, s'est lancé tête baissée dans une nouvelle promotion chez Everline, qui impliquait 2 fois plus de pression et 2 fois plus de temps. Il gérait désormais des campagnes nationales et présentait des projets à des investisseurs prestigieux, quittant souvent la ville sans prévenir. Les dîners tardifs se transformaient en restes froids.
Les baisers matinaux devenaient de brefs hochements de tête à la machine à café. Jessica comprit, au début. Elle avait toujours admiré son dynamisme. Mais l'admiration se transforma peu à peu en souffrance lorsque les semaines passèrent sans véritable conversation, sans rire partagé. David rentrait à la maison, les épaules lourdes, desserrait sa cravate et se plongeait dans ses emails plutôt que dans ses bras. Il considérait ses inquiétudes comme des reproches et commençait à s'énerver pour des broutilles, le linge, la vaisselle, le rangement de son matériel artistique. La chaleur de leur petit appartement commençait à ressembler à une salle d'attente. Jessica faisait encore l'effort, petit déjeuner surprise, mots manuscrits, playlist de leurs chansons préférées. Mais David répondait par des soupirs fatigués et de vagues excuses. « Je suis tout simplement bouleversé, disait-il. Tu ne peux pas rendre les choses plus difficiles ? » Jessica ne voulait pas devenir un fardeau. Elle enfouit sa déception sous un sourire, espérant que ce n'était qu'une période difficile. Mais l'intimité qui étincelait autrefois comme des lucioles entre elles s'était estompée. Il a arrêté de lui poser des questions sur ses projets. Il a oublié le nom de son nouveau client. Il a manqué 2 dîners avec ses amis. Jessica se dit d'être patiente, après tout, les mariages connaissent des difficultés de croissance. Pourtant, son cœur se sentait plus lourd à chaque fois que David s'éloignait sans remarquer son regard. Elle peignait moins. Elle riait moins. Son rêve de créer une agence créative avec lui semblait désormais un lointain écho. Un soir, debout près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller, Jessica murmura « Où es-tu allé, David ?» Mais le silence qui suivit fut plus pesant que tout ce qu'elle avait jamais entendu. La silhouette de Tokyo scintillait sous la lueur des lanternes et des néons lorsque David entra dans la grande salle de bal de l'URI Conference Hall, où les plus grands innovateurs mondiaux du marketing et de la technologie se réunissaient pour le prestigieux Tech & Innovation Global Summit. Vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure et d'un pins Everline argenté à la boutonnière, David ressentit pour la première fois le poids de la reconnaissance sur la scène internationale. Sa table ronde sur la disruption des marques avait fait salle comble. Il s'exprimait avec un charme calculé, lâchant des répliques qui suscitaient applaudissements et hochements de tête de la part des PDG et des investisseurs. L'élite tokyoïte l'observait avec intérêt, mais personne avec plus d'intensité que Juliette Thompson. Juliette fit son entrée au milieu du cocktail de réseautage, vêtue d'une robe en soie cramoisie scintillant comme du verre en fusion. Elle marchait comme une question à laquelle personne n'osait répondre, confiante, lente, posée. Elle était la nouvelle vice-présidente de la stratégie chez Curotech, un incubateur new-yorkais en plein essor pour les jeunes entreprises numériques. Sa réputation la précédait, elle était connue pour conclure des contrats de plusieurs milliards de dollars, rompre des alliances lorsque nécessaire et séduire des contrats, et parfois des personnes, pour les soumettre. Quand son regard croisa celui de David, de l'autre côté de la pièce, ce n'était pas une simple coïncidence. Elle avait lu son histoire dans le magazine Forbes des moins de 35 ans et avait suivi ses succès de campagne en ligne. Elle voulait maintenant voir s'il était à la hauteur de ses attentes, tant sur le plan professionnel que moral. Leur première conversation eut lieu autour d'une coupe de champagne et d'un défi subtil. Juliette questionna sa philosophie, taquina ses techniques de présentation et esquissa un sourire narquois lorsqu'elle le surprit à observer ses lèvres. Elle ne ressemblait à personne que David ait jamais rencontré, intense mais maîtrisée, puissante mais sensuelle. Elle riait par énigme et écoutait comme si elle emmagasinait chaque faiblesse. Les jours suivants, ils trouvèrent des raisons de se croiser, un café après les réunions, un échange de plaisanteries dans le hall, de longs regards à travers les salles remplies d'inconnus. Le dernier soir du sommet, lors d'une soirée sur un toit terrasse, sous les étoiles de Tokyo, Juliette se pencha vers lui et lui frôla l'épaule. « J'aime les hommes qui savent ce qu'ils veulent mais ont peur de l'admettre », murmura-t-elle, son souffle chaud contre son cou. David se figea. Puis il sourit. L'incendie avait commencé, et il ne fit rien pour l'éteindre. David revint de Tokyo avec une lueur dans les yeux que Jessica ne parvenait pas à identifier. Au début, elle attribua cela à l'engouement suscité par son succès international. Il lui apporta une délicate tasse en céramique décorée de fleurs de cerisier et parla avec tendresse de la cuisine, des panneaux, de la culture, mais ne mentionna jamais une seule personne nommée Juliette. Jessica l'écoutait avec son habituel sourire encourageant, même si quelque chose dans son ton lui donnait l'impression d'écouter à distance. Il avait changé, non pas brusquement, mais comme le lent glissement des feuilles d'automne sur une fenêtre. Il était plus distrait, moins présent, toujours fatigué ou submergé par les tâches à accomplir. Il travaillait plus souvent tard, répondait aux appels et aux voix chuchotées depuis le balcon,
et son étreinte autrefois chaleureuse le soir lui semblait désormais mécanique, comme un rituel dénué de sens. Jessica se disait que c'était juste le stress du travail, qu'il était peut-être encore en train de s'adapter après le tourbillon de Tokyo. Mais au fond d'elle, l'anxiété lui collait aux côtes comme du lierre. La vérité, cependant, se révélait dans des moments de silence, loin de son regard. David avait franchi la ligne avec Juliette, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ce qui avait commencé comme un flirt s'est transformé en une véritable liaison. Juliette, en véritable stratège, a joué la carte du long terme. Elle n'a jamais insisté. Elle se rendait simplement disponible, envoyant des messages cryptiques à minuit, transmettant des articles privés aux légendes aguicheuses, rencontrant David sous couvert de séances de stratégie industrielle. David, quant à lui, justifiait chacun de ses mensonges à Jessica. Il se persuadait qu'il ne faisait rien de vraiment mal, du moins pas encore. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, il se surprit à désirer le frisson que Juliette lui apportait. Elle représentait la vie qu'il croyait mériter, somptueuse, débridée, puissante. Jessica, quant à elle, lui rappelait ses racines, stables, fiables et ennuyeuses. Avec Juliette, il était constamment stimulé. Avec Jessica, il se souvenait des responsabilités, des rendez-vous, des dîners tranquilles et de son regard toujours plein d'espoir qui, désormais, l'irritait plus qu'il ne l'inspirait. Jessica remarqua le changement. Les baisers devinrent plus légers. Ses compliments disparurent. Les conversations devinrent brèves et saccadées, se terminant souvent par des soupirs ou des rejets. Lorsqu'elle exprima ses soupçons, doucement, avec une retenue tremblante, David retourna la situation. « Tu es paranoïaque, Jess. Sais-tu comme c'est épuisant de toujours rentrer à la maison et de trouver quelqu'un qui pense que je mens ?» Il craqua un soir en claquant la porte de leur chambre derrière lui. Jessica pleurait doucement dans la cuisine, se remémorant son passé. Elle refusait de croire que l'homme qui avait autrefois peint des étoiles sur son plafond était devenu quelqu'un qui remettait en question sa santé mentale. Au fond d'elle, elle l'aimait toujours. Elle voulait toujours arranger les choses. Elle se disait que ce n'était qu'une phase, que l'amour exigeait de la patience. Mais dans l'ombre de la tromperie de David, sa lumière s'éteignait peu à peu, une question sans réponse, une étreinte froide après l'autre. Le gala annuel des partenaires d'Everline était l'événement le plus prestigieux de l'année pour l'entreprise, une soirée exclusive réservée aux cadres supérieurs, aux clients et aux investisseurs. Jessica avait passé toute la semaine à se préparer. Cela faisait des mois qu'elle et David n'avaient pas assisté à un événement officiel ensemble, et elle espérait que ce dîner raviverait le lien qui les unissait autrefois. Elle avait choisi une élégante robe bleu marine aux reflets subtils, la même que David lui avait complimentée pour leur premier anniversaire. Son maquillage était délicat, ses boucles délicatement plaquées sur le côté, et son cœur s'accrochait à l'espoir comme un fil fragile. David, inhabituellement silencieux pendant le trajet en voiture, se contenta d'acquiescer lorsqu'elle lui demanda la liste des invités. Comme d'habitude, murmura-t-il. Tout ira bien. Mais son regard restait distant, fixé sur les lumières de la ville par la fenêtre. La grande salle de bal était à couper le souffle, des lustres en cristal baignaient l'espace d'or, le parfum des orchidées blanches se mêlait à celui du bon vin, et le doux murmure de la musique classique emplissait l'air. Jessica souriait poliment aux autres invités, serrant de temps en temps le bras de David, qui ne répondait guère. Alors que les discours s'achevaient et que les invités s'installaient à leur table, Jessica remarqua un sentiment qui fit palpiter son cœur de malaise. Juliette Thompson. Elle se tenait à l'entrée, vêtue d'une robe de satin rouge sang, ses cheveux tombant en cascade dans son dos en boucle lâche, ses lèvres peintes d'une teinte trop audacieuse pour l'occasion. David serra les mâchoires. Jessica se pencha et murmura, « N'est-ce pas la femme du panel de Tokyo ?» David força un rire. « C'est sûrement une coïncidence, » murmura-t-il en détournant le regard. Mais Juliette les avait déjà vus. Sans hésitation ni invitation, Juliette traversa la salle de bal d'un pas pimpant, ses talons claquant comme des coups de feu sur le sol en marbre. Elle contourna les serveurs, les invités et même l'hôte, et se dirigea directement vers leur table. Souriant d'un air d'autorité polie, elle posa une main manucurée sur l'épaule de David et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il leva les yeux, nerveux, amusé, incertain. Avant que Jessica puisse réagir, Juliette se glissa sur le siège vide à côté de lui, son parfum flottant sur la table. Jessica le fixa, figée. Juliette se tourna vers elle et dit doucement, « Oh, je ne savais pas que vous étiez encore mariés. »
Plusieurs têtes se tournèrent. Les conversations s'atténuèrent. La poitrine de Jessica se serra. David resta silencieux. Ni pour protester, ni pour nier, ni pour se défendre. Le silence était plus pesant que la musique, plus cinglant que n'importe quelle insulte que Juliette aurait pu lancer. Des murmures commencèrent à s'élever. Des regards s'échangèrent. Le visage de Jessica brûlait d'humiliation, assise là, entourée de puissants personnages, retenant ses larmes derrière un sourire forcé, sa dignité s'effritant sous la douce lueur des lustres. Le ciel, devant leur appartement, était d'un gris ardoise terne lorsque Jessica rentra chez elle plus tôt que prévu. Son rendez-vous client avait été reporté à la dernière minute, et malgré l'épuisement qui la tiraillait, elle décida de surprendre David avec son plat préféré, bar grillé, riz sauvage et oignons caramélisés. Elle s'arrêta au marché, acheta un bouquet de lys frais et même sa marque de vin préférée. Le simple espoir d'une soirée paisible l'enveloppait comme une couverture fragile. Mais dès qu'elle entra dans l'appartement, cet espoir s'effondra. Les lumières étaient tamisées. Une douce musique sortait des enceintes du salon, et le son caractéristique des rires, celui de son mari, résonnait dans le couloir, une chaleur et une intimité qu'elle n'avait pas entendues depuis des mois. Ses pas ralentirent au coin de la rue. Là, sur le canapé du salon, David était assis, chemise déboutonnée, un verre de vin à la main. Juliette était blottie contre lui, une jambe nue repliée sous elle, la main confortablement posée sur sa poitrine. Il ne l'avait pas encore vue. Jessica resta figée sur le seuil, ses courses à la main, le cœur battant si fort qu'elle lui coupait le souffle. Juliette rit de nouveau et essuya quelque chose sur la joue de David, puis se pencha comme pour l'embrasser. C'est alors que David leva les yeux et vit Jessica. La pièce changea. Juliette se retourna, un sourire sans complexe, amusé même. « Oh, dit-elle avec un léger sourire narquois, tu es en avance. » Le silence s'installa entre eux. Jessica laissa tomber le sac en papier. Des pommes roulèrent sur le sol, une bouteille de vin se brisa sur le carrelage, et le parfum des lys se mêla à l'odeur métallique du verre brisé. « Combien de temps » demanda-t-elle d'une voix basse mais tremblante. David se leva lentement, le visage indéchiffrable, comme s'il essayait de décider quelle part de vérité il devait accorder. « Jess » commença-t-il. Mais Jessica s'avança, les yeux embués de larmes. « Combien de temps, David » demanda-t-elle. Juliette resta assise, impassible. « Depuis Tokyo » dit-il finalement d'une voix glaciale. La vérité la frappa comme une claque. « Chez nous » Sa voix se brisa. « Sur notre canapé » Tu la laisses faire, arrête, coupa David sèchement. Ne fais pas de scène. Ça devait arriver depuis longtemps. On ne travaille pas. Le coup de grâce est venu avec ces mots suivants, froid et impitoyable, il est peut-être temps que tu partes. Jessica cligna des yeux, stupéfaite. Aucune excuse. Aucun regret. Juste un congédiement. Elle le regarda, cet homme qu'elle avait aimé, et sentit le sol s'effondrer sous elle. Sans un mot de plus, elle se retourna, enjamba les éclats de verre et sortit de l'appartement qu'ils avaient construit ensemble, le cœur brisé, sa dignité s'accrochant à chaque respiration tremblante. La ville de Briarcrest était plus froide qu'Edgemont, non seulement par le temps, mais aussi par l'esprit. Il lui manquait l'atmosphère familière des cafés nocturnes et de la librairie du coin où Jessica avait l'habitude de feuilleter des magazines d'art pendant des heures. Elle avait emménagé dans un minuscule appartement en colocation au-dessus d'une pâtisserie. L'air y était toujours chargé de sucre et de cannelle, mais cela ne parvenait guère à apaiser la lourdeur qui l'enveloppait comme un manteau mouillé. Sa chambre était petite, à peine assez grande pour un lit simple, un bureau et un portant qu'elle avait réussi à sauver. Ses carnets de croquis restaient fermés sur le rebord de la fenêtre, intacts depuis le jour où elle avait quitté tout ce qu'elle croyait être son foyer. Elle ne pleurait plus, non pas parce qu'elle était guérie, mais parce que la douleur s'était transformée en une douleur sourde et engourdie. C'était comme respirer de la fumée chaque matin. Cligner des yeux sans but. Elle passait ses journées à chercher du travail avec une détermination acharnée, davantage dictée par le désespoir que par l'ambition. Briarcrest n'était pas Edgemont. Il n'y avait pas d'agence à chaque pâté de maison ni de clients à la recherche de freelance. Elle envoyait plus d'une centaine de mails, se rendait dans des studios de design sans y être invitée, proposait de créer des logos pour des petites entreprises juste pour se refaire une réputation. Certains l'ont accepté. La plupart l'ont ignoré. La nuit, elle se blottissait sous de fines couvertures,
le plafond au-dessus d'elle vacillant sous les reflets des voitures qui passaient. Sa colocataire, Amelia, une étudiante en milieu de scolarité, était gentille mais toujours occupée. Elles échangeaient rarement plus que des salutations polies, et Jessica ne parvenait pas à se confier. Les rares amis de son ancienne vie qui la contactaient recevaient des réponses vagues. Elle ne supportait pas d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Elle effaça toutes les photos de David, bloqua son numéro, effaça le sourire suffisant de Juliette de sa galerie. Mais les souvenirs persistaient en elle, murmuraient. L'anxiété de Jessica était devenue une compagne silencieuse, sa respiration s'accélérait avant les entretiens, ses mains tremblaient à la vue des couples et des restaurants, ses yeux brûlaient à chaque fois qu'elle passait devant une vitrine de magasin de robes de mariée. Pourtant, dans son silence, quelque chose de tenace subsistait. Elle continuait d'ouvrir son ordinateur portable chaque matin. Elle continuait à dessiner des échantillons de design, à refaire son portfolio, à peaufiner ses théories de couleurs pour sa marque. Elle recommençait à peindre, non pas pour des galeries, mais pour elle-même. Elle transposait ses émotions sur la toile, espérant que les couleurs exprimeraient ce que les mots ne pouvaient pas dire. Il n'y avait pas de public, pas d'applaudissements. Juste Jessica, meurtrie, vidée, mais pas brisée. Chaque matin, elle se levait, s'asseyait à son bureau et murmurait « Encore un jour ». Et pourtant, elle continua. Alors même que les cendres de son ancienne vie se consumaient derrière elle, elle cherchait une étincelle dans le silence glacial de cette nouvelle vie. La pluie avait commencé juste après le crépuscule, trempant les trottoirs de Briarcrest d'une fine couche scintillante. Jessica se tenait sur le quai du métro, serrant son portfolio de croquis contre sa poitrine, son manteau trempé aux épaules, ses bottes craquant doucement à chaque mouvement et à chaque posture. Le réseau de transport en commun était à l'arrêt suite à une panne technique, et la foule s'impatientait de minute en minute. Elle s'appuyait contre un pilier à l'extrémité du quai, ses écouteurs dans les oreilles, mais sans musique. Ses pensées dérivaient, comme souvent, vers le vide dans lequel elle vivait désormais, les entretiens d'embauche qui ne menaient à rien, les maquettes auxquelles personne ne répondait, le silence qu'elle retrouvait chaque soir à son retour. Le retard du train n'était qu'un désagrément de plus dans une journée bien remplie, et elle soupira, essuyant une goutte sur sa joue, dont elle n'était pas sûre qu'elle provienne du ciel ou de ses yeux. À quelques mètres de là se tenait un homme grand, vêtu d'un manteau de laine sombre, le visage partiellement caché par la capuche d'un parapluie qu'il tenait pour une femme âgée à ses côtés. Sa présence n'était pas imposante, mais quelque chose en lui irradiait une force tranquille. Lorsque le train de la femme fut dévié et qu'elle commença à paniquer, l'homme la rassura avec des paroles calmes et posées et la guida vers la sortie. Jessica observa cela en silence, quelque chose dans sa poitrine se soulevant à cette rare vue de gentillesse. De retour sur le quai et debout près d'elle, il lui jeta un coup d'œil avec un léger sourire. « La tempête va tout gâcher ce soir », dit-il d'une voix basse et chaleureuse. Jessica lui rendit son sourire d'un hochement de tête, incertaine d'être prête à discuter. Mais sa présence n'était pas intrusive. Elle était constante, patiente, comme une marée qui ne se force pas, mais qui arrive toujours. Ils parlèrent d'abord avec désinvolture, se plaignant du train, partageant leur irritation face au retard de la ville. Jessica lui a expliqué qu'elle était une designer qui essayait de reconstruire. Il n'a pas insisté pour obtenir des détails. Au contraire, il a écouté attentivement, offrant parfois des réponses brèves mais réfléchies. Il se présenta simplement sous le nom de Charles et dit travailler dans les affaires publiques, évoquant vaguement les réformes politiques sans plus de précision. Ça a l'air chic, avait taquiné Jessica, une pointe d'humour finissant par apparaître dans son ton. Surtout de la paperasse et de longues réunions, répondit-il avec un haussement d'épaules et un léger sourire. Au fil des minutes, leur conversation s'approfondit, passant de leurs plats préférés aux livres qu'ils avaient aimés, aux rêves qui persistaient malgré les aléas de la vie. Lorsque l'annonce du changement d'itinéraire des trains fut enfin annoncée, Charles l'accompagna jusqu'à l'arrêt de secours, le parapluie au-dessus d'eux. En se séparant, il dit « J'espère que la vie te rendra bientôt quelque chose. Tu as l'air de quelqu'un qui l'a mérité. » Jessica resta un moment immobile après son départ, fixant le reflet du lampadaire dans les flaques d'eau, ressentant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle ne connaissait pas son nom complet. Elle ignorait son titre. Mais quelque chose chez cet inconnu lui faisait croire, pour la première fois depuis longtemps, que le monde ne l'avait pas complètement oublié. Jessica n'avait pas prévu de revoir Charles, mais le destin, ou quelque chose de plus clément, en avait décidé autrement. Une semaine après le retard de métro dû à la pluie, elle le remarqua dans une librairie bondée, nichée entre deux immeubles vieillissants du vieux Briarcrest.
Il feuilletait un exemplaire de l'Alchimiste, son manteau déboutonné, les manches légèrement retroussées, parfaitement à l'aise. Elle hésita avant de s'approcher, incertaine qu'il se souvienne d'elle. Mais lorsqu'il leva les yeux et la vit debout, un sourire chaleureux et sincère illumina lentement son visage. « Jessica » dit-il simplement, comme s'il l'attendait. À partir de cet instant, un rythme tranquille s'installa entre eux, ni intense ni explosif, mais régulier, comme la pluie qui tape sur le verre. Ils commencèrent à se voir chaque semaine. D'abord à se marcher aux livres, puis dans des petits cafés, des musées et des parcs. Leur conversation coulait à flot, sur les aléas de la vie, sur l'art, sur tout sauf son travail. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'il faisait exactement dans les affaires publiques, il éluda la question avec des plaisanteries vagues sur la paperasse interminable, les salles de réunion sans fenêtres et les discours que personne n'écoutait. Jessica n'insista pas. Elle se surprit à se préoccuper davantage de l'homme qui commandait du thé à la menthe poivrée sans sucre et s'arrêtait pour caresser chaque chien errant qu'il croisait, comme le mentionnait le titre de sa carte de visite. Charles n'évoquait jamais son passé ni ne posait de questions sur David, même si elle laissait parfois échapper des bribes de son histoire, un vieux tableau abandonné, un restaurant où elle ne pouvait plus aller. Il ne la taquinait jamais, se contentait de l'écouter et la faisait parfois rire avec cette douceur et cette délicatesse réservée aux personnes en convalescence. Charles ne l'éblouissait pas par de grands gestes. Au lieu de cela, il lui offrit quelque chose dont elle n'avait pas conscience d'avoir envie, la paix. Un soir, il lui fit la surprise de lui offrir des billets pour un concert de jazz local. Ils s'assirent au fond, loin de la scène, leurs doigts ne s'effleurant qu'une fois, mais le silence entre eux semblait plus profond que vide. Une autre fois, il lui apporta un petit carnet relié à la main et lui dit, pour les croquis, tu n'es pas encore prête à les montrer à qui que ce soit. Jessica cligna des yeux, émue. Comment as-tu su que je n'avais pas peint depuis un moment? Il lui donna une réponse simple, on parle avec les mains avant de parler. Il n'y eut ni confession, ni déclaration. Juste de petits moments intentionnels qui la reconstituèrent d'une manière inattendue. Il ne lui demanda jamais de la réparer. Il s'assit simplement à côté d'elle et lui donna l'impression qu'elle n'était pas brisée. Juliette Thompson se mouvait telle une tempête vêtue de soie, imprévisible, belle et dangereuse, d'une manière que David ne percevait toujours pas. Après l'échec scandaleux de son mariage, elle n'hésita pas à s'intégrer davantage à sa vie. Ce qui avait commencé par des nuits volées et des promesses murmurées devint bientôt des cafés matinaux dans sa cuisine, son nom glissé nonchalamment dans ses réunions, et finalement ses chaussures posées en permanence devant sa porte d'entrée. Elle apaisa ses faiblesses comme si c'étaient des versets bibliques, son besoin de se sentir indispensable, sa peur de stagner professionnellement et son désespoir de prouver que la perte de Jessica ne l'avait pas détruit. À coups de petits coups de pouce et de compliments bien placés, Juliette commença à remodeler son monde, et David, avide de réconfort et de confirmation, prit sa manipulation pour du soutien. Elle a commencé par des suggestions, subtiles au début. Votre pitch deck gagnerait à être plus émotif, disait-elle en passant un doigt sur l'écran de son ordinateur portable. Et si nous présentions Everline comme plus qu'une simple agence de campagne? Une entreprise visionnaire? David a écouté, puis a fait sienne ses idées lors des réunions du conseil d'administration. Lorsqu'ils impressionnèrent la salle, Juliette se contenta de sourire, veillant à ne jamais s'attribuer le mérite. En quelques semaines, elle commença à assister elle-même à ces réunions, sous couvert de consultation, et David l'autorisa. Ses partenaires haussèrent les sourcils, mais David fit fi de leurs inquiétudes. Elle a un sens aigu des tendances du marché, insista-t-il. En réalité, Juliette avait commencé à démanteler Everline de l'intérieur, remplaçant des alliés de longue date par de nouveaux visages plus souples, réorientant la fidélité des clients et négociant des accords annexes en sous-main. L'entreprise paraissait encore solide en apparence, mais ses fondations se fissuraient. David, subjugué par la fougue et les flatteries de Juliette, resta aveugle. Lorsque Juliette sentit le moment venu, elle mit en œuvre son coup le plus calculé. Lors d'un week-end somptueux à la campagne, en présence de clients importants et de leaders du secteur, elle organisa une demande en mariage spontanée. Après que David eut trinqué à leur partenariat, au sommet de leur carrière et à leur nouveau départ, Juliette se pencha, les yeux embués, et murmura assez fort pour que les autres l'entendent, « Je dirais oui si jamais tu me le demandais. » Le silence retomba dans la salle. David, à moitié ivre de champagne et d'ego, se tourna vers elle, sourit et prononça les mots qu'elle avait préparés pendant des mois, puis épouse-moi. Des applaudissements ont suivi. Des photos ont été prises. Juliette l'a embrassé passionnément, scellant non seulement sa demande en mariage,
mais aussi son emprise sur tout ce qu'il possédait. Depuis l'ombre, elle observait les hommes autour de lui applaudir tandis que son empire se soumettait discrètement à sa volonté. Et David, le charmant et insensé David, pensait avoir remporté la victoire, sans se rendre compte qu'il avait remis sa couronne à la reine qui avait planifié la guerre. L'étincelle naquit dans la chambre exiguë de Jessica, au-dessus de la pâtisserie, avec rien d'autre qu'un bureau emprunté et un ordinateur portable d'occasion qui plantait parfois sans prévenir. Après des mois d'impasse et de refus par email, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus attendre que quelqu'un d'autre croie en son potentiel. Tard un soir, un crayon entre les dents et un carnet de croquis vierge devant elle, elle a griffonné une idée de logo pour un projet qu'elle a appelé Canva & Core. Ce n'était pas Tapa accent grave l'œil. Ce n'était pas financé. Mais c'était le sien. Un studio de design pour une image de marque audacieuse, une esthétique épurée et des visuels narratifs. Elle lança un site web basique avec un modèle gratuit, rédigea une déclaration de mission dénuée d'honnêteté et se promit de poursuivre cette vision même si personne d'autre ne la voyait. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un l'avait déjà vue. De loin, Charles observait sa persévérance avec une admiration silencieuse. Il n'offrait jamais son aide directement. Il connaissait trop bien la fierté de Jessica. Mais il lançait des appels, subtils, sans jamais mentionner son nom trop directement. Il a mis en relation un ami travaillant dans une chaîne de boulangerie-pâtisserie avec une créatrice indépendante prometteuse de Briarcrest. Il a veillé à ce qu'une jeune start-up technologique en devenir ait besoin d'une nouvelle image de marque et est tombée par hasard sur son portfolio. Une à une, les opportunités se sont présentées comme une pluie printanière, inattendue, imprévisible, mais enrichissante. Jessica, inconsciente des mains invisibles qui guidaient son ascension, prenait chaque nouveau projet comme un miracle. Ses créations ont commencé à apparaître sur les menus des cafés locaux, les affiches d'événements communautaires et les emballages élégants des boutiques éphémères. Elle a travaillé sans relâche, chaque projet achevé lui redonnant confiance en elle. Chaque client a fait son chemin. Bientôt, Canva & Core a signé son premier contrat de mandat, et Jessica a déménagé son espace de travail de sa chambre à un minuscule studio de location avec briques apparentes et une fenêtre grinçante donnant sur un parc. Elle a décoré les murs de ses vieilles peintures abstraites, rappel de son passé, et a empli l'espace d'une douce musique jazz et d'un parfum dansant à la lavande. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait à nouveau elle-même. Elle souriait davantage, marchait avec une posture plus assurée. Elle a même commencé à animer des ateliers créatifs pour de jeunes designers indépendants le week-end, sa façon de rendre à cette ville qu'il avait silencieusement soutenue. Elle ne réalisait pas que derrière chaque opportunité invisible se cachait Charles, refusant toujours de révéler son identité complète, l'encourageant discrètement comme une ombre qu'elle n'avait jamais eu à craindre. Jessica croyait avoir tracé son propre chemin vers un but, et à bien des égards, c'était le cas. Mais le destin, et un homme qui avait vu la lumière en elle avant elle, lui avait laissé juste assez d'espace pour retrouver sa flamme. Les élections présidentielles se sont succédées comme une tempête, frénétique, bruyante et transformatrice. Charles Jonathan, autrefois un vice-président discret, connu seulement des initiés et des cercles politiques, avait conquis la nation par son sang-froid, son intelligence et sa force sereine. Il n'a pas fait campagne avec tapage ni spectacle. Il a dirigé avec clarté et compassion, et le peuple a réagi favorablement. À l'annonce de sa victoire, Charles avait déjà entamé sa transition vers la fonction la plus puissante du pays. Pourtant, malgré les flashs des caméras, les points de presse et les arrangements politiques, il pensait souvent à Jessica. Elle ignorait totalement qui il était. Pour elle, c'était Charles, l'homme qui lui préparait du thé sans lui demander ce qu'elle en pensait. L'homme qui se souvenait de la musique qui la calmait lors de ses crises de panique. L'homme qui ne lui avait jamais demandé d'oublier son passé, mais de le reconstruire. Jessica avait remarqué la présence croissante d'hommes en costume autour de lui. Une fois, elle avait même aperçu une oreillette de sécurité dans le collier d'un de ses amis. Mais Charles s'occupait toujours de leur temps libre, et elle, apprenant encore à faire confiance au bonheur, ne s'immisçait pas. Lorsqu'il l'invita à dîner dans un restaurant isolé sur un toit-terrasse surplombant les lumières du centre-ville de Briarcrest, elle s'attendait à une soirée tranquille, peut-être même au doux début d'une nouvelle aventure. L'endroit était magnifique, baigné d'une lumière chaleureuse et d'une musique jazz aux tons argentés, l'air imprégné des senteurs de jasmin et de sel marin provenant d'une terrasse de jardin voisine. Le personnel salua Charles d'un hochement de tête respectueux, mais là encore, aucun indice ne fut laissé. Ce n'est qu'à l'arrivée du dessert, un élégant soufflet posé sur un plateau en cristal, que Jessica remarqua une serviette en lin plié, à côté de lui,
avec son nom brodé dessus. Déconcertée, elle la prit. À l'intérieur se trouvait un simple mot manuscrit, de l'écriture si reconnaissable de Charles, « Je t'ai aimé sans avoir besoin d'être vu. Maintenant, je veux t'aimer sans me cacher. » Lorsqu'elle leva les yeux, Charles se tenait déjà près de la table, l'air calme, mais le regard vulnérable comme elle ne l'avait jamais vu auparavant. D'une main, il tenait une boîte en velours. De l'autre, sa fleur préférée, un lys. « Jessica Watkin, dit-il d'une voix ferme et pleine, veux-tu m'épouser, non pas parce que je suis président, mais parce que je suis l'homme qui renoncerait à tout pour rester assis en face de toi comme ça ?» Jessica en eut le souffle coupé. Elle ne pleura pas. Elle se leva simplement, hocha la tête et l'entoura de ses bras tandis qu'il glissait la bague à son doigt tremblant. À son insu, un seul appareil photo, à une distance discrète, immortalisa l'instant. Le lendemain matin, la photo de leur étreinte allait faire la une des journaux nationaux, le président Charles Jonathan est fiancé, celle qui a conquis son cœur. Mais cette nuit-là, seul l'amour, discret et sincère, submergeait le ciel. Le mariage eut lieu par une fraîche matinée à la campagne, loin de l'agitation politique et de l'effervescence médiatique de la capitale. Charles avait toujours promis à Jessica que le moment venu, ce ne serait ni devant les caméras ni devant les discours. Ce serait sacré. Juste eux. Fidèle à sa parole, la cérémonie se déroula dans une chapelle isolée, entourée de feuilles d'automne, un lieu où aucun cortège ne suivait et où aucun photographe ne s'attardait derrière les haies. La chapelle elle-même était petite, avec du lierre grimpant aux murs de pierre et le soleil filtrant à travers les fenêtres cintrées. Les seuls invités présents étaient ceux qui comptaient, Amelia, la colocataire et confidente discrète de Jessica, Daniel, l'assistant de longue date de Charles devenu comme un frère, et un révérend âgé qui avait un jour murmuré des bénédictions sur les parents défunts de Charles. Pas de presse, pas de podium, juste des vœux murmurés et des mains serrées en silence. Jessica portait une robe ivoire modeste avec de longues manches en dentelle et une traîne fluide et douce. Ses boucles étaient relevées en chignon bas, et son maquillage était léger et naturel, exactement comme Charles l'aimait. Il se tenait dans un costume sombre sur mesure, sans insigne, sans épingle ni ruban. Juste un homme amoureux, se promettant l'éternité. Ils échangèrent des vœux manuscrits, à la fois larmoyants et fermes, promettant d'être l'encre l'un pour l'autre, de protéger leur paix par-dessus tout. Il n'y avait pas d'orchestre, seulement la douce mélodie de la brise et le faible chant des oiseaux au-delà des arbres. Après avoir été déclarés mari et femme, Charles l'embrassa non pas avec cérémonie, mais avec profondeur. Et à cet instant, le poids des titres et des chagrins d'amour passé s'évanouit. Ce n'était pas le mariage d'un président. C'était celui de deux âmes qui avaient mérité leur joie. Après la cérémonie, ils passèrent le reste de la journée dans la maison de pierre à côté de la chapelle, seuls, sans personnel ni garde. Jessica préparait un petit dîner pendant que Charles allumait un feu, et ils dansaient pieds nus dans le salon au son d'un tourne-disque rayé qu'ils avaient trouvé caché dans un coin. Ils parlaient de rêves et chuchotaient sur l'avenir, mais évitaient l'inévitable vérité que le monde ne pouvait connaître. Pas encore. Trop de regards. Trop d'objectifs. Charles naviguait encore sur un terrain politique sensible. Jessica, encore en train de se remettre de la trahison publique de son passé, n'était pas prête à devenir un symbole. Ils convinrent donc d'attendre, pour protéger leur amour, que le moment soit venu. Dans les mois qui suivirent, elle retourna à Briarcrest, continua à diriger les campagnes et les corps de garde, tandis que lui reprenait ses fonctions présidentielles, le regard neuf. Aux yeux du monde, Charles Jonathan était célibataire. Mais derrière chaque geste décisif qu'il posait se cachait une promesse secrète faite à celle qu'il considérait désormais comme son épouse. L'invitation arrivait dans une élégante enveloppe noire scellée à la cire argentée, estampée du blason Everline et dorée sur les bords. La lettre était adressée officiellement à Monsieur David Robinson, PDG d'Everline Campaign, et l'invitait au gala exclusif du 20e anniversaire et de remise des prix de l'entreprise, une soirée conçue pour célébrer l'innovation, le partenariat et le leadership exécutif. David lut la lettre avec un sourire suffisant. C'était sa soirée. Son nom figurait parmi les lauréats récompensant son leadership visionnaire en marketing, une récompense qu'il estimait méritée, même si la majeure partie des progrès de l'entreprise reposait sur les manœuvres astucieuses de Juliette. Malgré les turbulences des derniers trimestres, alimentées par des rumeurs de mécontentement interne, il resta imperturbable. Pour lui, le gala n'était pas seulement un événement, c'était l'occasion d'affirmer publiquement sa domination, de présenter Juliette comme sa future épouse et de se réjouir de sa victoire. Dans toute la capitale,
une enveloppe similaire fut acheminée à la résidence présidentielle, adressée cette fois au président Charles Jonathan. Il s'agissait d'une formalité, probablement destinée à rehausser le prestige du gala, mais les hôtes ne s'attendaient guère à une réponse. Charles, cependant, nota le nom de l'entreprise organisatrice et des invités principaux dans un silence mesuré. Il reconnut instantanément le nom de David. Bien qu'il ne l'ait jamais prononcé à voix haute devant Jessica, il connaissait depuis longtemps l'homme qui avait un jour brisé son esprit. La présence du PDG d'Everline comme invité d'honneur était plus que symbolique, c'était une ouverture. Ce soir-là, tandis qu'il versait un verre de thé blanc à Jessica dans leurs appartements privés, Charles évoqua le gala. « Ils m'ont invité à prendre la parole brièvement, dit-il, le regard calme mais curieux. » Jessica haussa un sourcil, indifférente. « Alors tu devrais y aller, dit-elle en retournant à sa tablette. Il hésita, puis ajouta, en tant que ma femme. Officiellement. Jessica leva lentement les yeux, les mots s'enroulant autour d'elle comme un fil délicat. Des mois s'étaient écoulés depuis leur mariage secret. Des mois de rire dans l'ombre et de vie partagée à l'abri des regards. Elle savait que le monde réagirait, se disséquerait et se ruerait sur elle. Mais plus que cela, elle savait ce que cela représenterait d'entrer dans cette salle de bal où elle avait été humiliée et réduite au silence en tant qu'épouse, non pas de David, mais du président des États-Unis. « Ils ne m'attendront pas, murmura-t-elle. Charles lui prit la main. Exactement. Ce n'était pas une vengeance qu'il proposait, mais une réparation. Elle le regarda un long moment, puis hocha lentement la tête. Le rideau allait se lever, et cette fois, elle ne serait pas la femme en arrière-plan. Juliette Thompson se tenait au centre de son dressing, un verre de rosé vintage dans une main et son téléphone dans l'autre, parcourant une galerie de robes haute couture. La cérémonie de remise des prix n'était plus qu'à quelques jours, et elle comptait bien y arriver comme une reine. Rien de spécial, murmura-t-elle, rejetant d'un geste de sa main manucurée la suggestion d'un assistant. Le gala réunirait une foule de dirigeants, de représentants gouvernementaux et d'investisseurs internationaux. Son nom était imprimé à côté de celui de David dans le programme, et le discours principal allait brièvement se concentrer sur lui, invité d'honneur. Pour Juliette, ce fut plus qu'une simple réception, c'était un couronnement. C'était l'occasion pour elle d'entrer pleinement en scène, de revendiquer publiquement la place qu'elle s'était taillée aux côtés d'un homme qu'elle croyait en pleine renaissance. Elle ne voulait pas seulement être vue, elle voulait être enviée. Les jours précédant l'événement se sont transformés en un défilé d'essayage, de soins du visage et d'interviews déguisées en collaboration de marque. Juliette a fait appel à une conseillère en images de luxe pour composer sa garde-robe pour la soirée, une robe en soie vert émeraude profond importée d'Italie, associée à un collier ras de cou en diamant sur mesure qu'elle tenait à faire plus entendre que sa présence. Son équipe de maquillage avait reçu pour consigne de créer un look qui dissimulerait une domination indéniable, un regard sombre, un contour impeccable et des lèvres d'un rouge intense. Elle avait répété son arrivée comme une performance, David sortirait le premier de la voiture noire, elle le suivrait, une main sur sa poitrine, posant juste assez longtemps pour les photographes. Juliette imaginait déjà les gros titres, la fiancée de David Robinson, Juliette Thompson, la nouvelle puissance derrière le trône, faisait tourner les têtes. Et dans son esprit, Jessica n'était pas là. Pour elle, Jessica n'était qu'une note de bas de page dans le passé de David, une ratée oubliée qui s'était effacée après le divorce. Qu'elle observe dans l'ombre si elle ose se montrer, railla Juliette tandis que son coiffeur ajustait ses cheveux. Cette femme n'oserait pas se trouver dans la même pièce que moi. David, bien que las de mois de chaos en coulisses chez Everline, se conforma aux exigences de Juliette. Il avait perdu des partenaires clés, mais Juliette avait trouvé de nouveaux investisseurs internationaux sous son nom. Son ambition le menaçait et l'impressionnait à la fois, et il s'appuya sur le récit qu'elle construisait, celui d'un couple parfait, renaissant des cendres du scandale et du divorce. Il ignorait que derrière les talons de Juliette et les légendes soignées sur les réseaux sociaux se cachait un complot bien plus calculé que l'amour. Et comme Juliette, il ignorait complètement que Jessica Watkin n'était plus seulement l'ex-femme qu'il croyait avoir enterrée, mais la tempête silencieuse sur le point de reprendre sa place, portant un titre auquel aucun d'eux n'était préparé. Ce soir-là, la ville d'Edgemont vibrait d'une pulsation électrique, son horizon illuminé non seulement par les lampadaires et les tours, mais aussi par l'impatience du plus prestigieux rassemblement d'entreprises de l'année, le gala des Everline Awards. De luxueuses voitures noires et des citadines élégantes commençaient à faire la queue devant l'hôtel Grand Méridien, où des cordons de velours et d'imposantes compositions florales encadraient la moquette rouge qui s'étendait jusqu'au hall. La sécurité était renforcée. Les cars des médias étaient garés côte à côte.
Les paparazzi prenaient des clichés rapides de chaque participant, leurs objectifs braqués sur les robes, les bijoux et les rumeurs de scandale. À l'intérieur, la salle de bal s'était transformée en un paradis doré, avec ses colonnes aux ornements dorés, ses lustres en cristal et sa scène centrale baignée de doux projecteurs. La liste des invités était digne d'un magazine Forbes, PDG, ambassadeurs, philanthropes célèbres et personnalités influentes du conseil d'administration. Et en tête de liste, griffonnés d'une calligraphie élégante, figuraient deux noms qui ignoraient totalement la tempête qui les attendait, David Robinson et Juliette Thompson. Juliette est arrivée à 19h45 précise, comme prévu. Elle sortit de la limousine telle une reine aguerrie, sa robe émeraude lui moulant le corps comme cousu à même la peau. Les flashs des appareils photo explosèrent, les journalistes criant son nom tandis que David la suivait de près, ajustant ses boutons de manchette avec raideur. Juliette s'imprégna de l'attention, posa à chaque instant et adressa des sourires calculés à chaque journaliste qu'elle jugeait pertinent. Dans la salle de bal, des visages familiers s'illuminaient à leur arrivée, clients, rivaux, anciens collègues, tous observaient Juliette s'élever au sommet de la soirée tel un trône qu'elle avait gagné. Ses doigts entrelacèrent ceux de David tandis qu'ils se dirigeaient vers leur table VIP. Des toasts furent échangés, les compliments affluèrent, et Juliette se délecta de ses fantasmes, toujours aveugle à la réalité qui se dévoilait discrètement derrière les portes voisines. À 20h05 précise, un élégant cortège s'est engagé dans une entrée séparée, à l'abri de l'agitation médiatique. Le président Charles Jonathan en est sorti, escorté par une discrète équipe de sécurité d'élite. Les caméras avaient reçu l'ordre de rester à l'extérieur, et toute l'aile gauche de l'hôtel avait été évacuée par les gardes nationaux. Mais ce qui fit davantage tourner les têtes que l'arrivée du président, c'était la femme à ses côtés, Jessica. Vêtue d'une robe bleu nuit qui ondulait comme de l'eau sous des lustres, elle se déplaçait avec la grâce calme d'une femme qui ne devait plus d'explication à personne. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon classique, son décolleté parsemé de bijoux clairs de lune, son regard clair et concentré. Elle tenait la main de Charles, non pas comme un complice, mais comme une égale. Peu de gens la reconnurent au premier abord. Encore moins crurent ce qu'ils voyaient. Mais lorsque le maître de cérémonie accueillit le président et son invité de marque dans la salle, une vague de murmures parcourut la salle telle une marée montante. Juliette, en plein toast, se tourna brusquement vers le tumulte, inconsciente que le passé qu'elle croyait avoir enterré venait d'entrer, couronné de silence et de pouvoir. La salle de bal s'enfla d'opulence, des quatuors à cordes jouant des harmonies délicates, des flûtes à champagne scintillant sous les lustres, et un léger bourdonnement de rire et de tintement de verre masquait une vague de curiosité. Bien que le président et son élégant invité soient entrés sans tambour ni trompette, leur présence résonnait comme un secret trop lourd pour rester caché. Jessica sillonnait la foule avec une assurance tranquille, sa main effleurant de temps à autre celle de Charles tandis qu'il saluait dignitaire et PDG. Aucun titre n'avait été prononcé. Aucune annonce n'avait été faite. Pourtant, des murmures bourdonnaient comme des abeilles autour de centres de table en cristal. Certains reconnurent son visage, mais la plupart peinèrent à le relier à la mémoire collective de la femme disparue après le divorce scandaleux de David. Ce soir, elle n'était pas vêtue de honte ou de chagrin. Elle flottait dans la sophistication, hochant la tête et adressant de doux sourires, sans avoir besoin de parler pour dominer la salle. Juliette, assise près de la scène centrale, commençait à ressentir le changement. Quelque chose clochait. Elle aperçut des regards stupéfaits et des conversations feutrées, mais la cause lui échappa jusqu'à ce que son regard tombe sur Jessica, debout sous le lustre, parlant doucement à l'un des conférenciers principaux de la soirée. Juliette se figea. Elle cligna des yeux, espérant que c'était un sosie. Mais non. C'était elle. Jessica. Dans une robe plus éclatante que la sienne. Plus grande que dans les souvenirs de Juliette. Et pire encore, indifférent. David suivit le regard de Juliette, les lèvres entr'ouvertes lorsqu'il la reconnut. Jessica, murmura-t-il dans un souffle. Mais la rage de Juliette s'enflamma avant qu'il ait pu digérer son choc. La jalousie, la confusion et le pincement de l'insécurité se fracassèrent comme du verre dans sa poitrine. Elle se leva, saisissant sa flûte de champagne avec une lente et précise précision. David lui attrapa le poignet, mais elle se libéra et traversa la pièce, talons aiguilles, le regard étincelant. Jessica se retourna juste au moment où Juliette s'arrêtait à quelques centimètres. Le silence retomba dans la pièce. Eh bien, commença Juliette d'une voix forte et venimeuse. Regardez qui est sorti de l'ombre. Jessica ne répondit pas. Juliette leva son verre.
Tu n'aurais jamais cru que tu oserais te montrer, Jess. Tu t'accroches encore à ces cercles comme si tu étais à ta place. Jessica cligna lentement des yeux, sans rien dire. Juliette s'approcha, la voix douce et cruelle. J'imagine que certaines ex-femmes ne savent jamais quand tirer leur révérence. Et sans prévenir, elle inclina le champagne et le versa directement sur la robe de Jessica. Des hoquets de surprise éclatèrent. Une femme poussa un cri de surprise. Jessica resta immobile, trempée, le regard rivé sur celui de Juliette, froid, inflexible, indéchiffrable. David rit nerveusement et ajouta, « Tu aimes toujours attirer l'attention, n'est-ce pas ?» Mais son rire s'éteignit instantanément lorsqu'une personne près de la cabine de presse laissa échapper un cri de surprise. Le grand écran, diffusant les images en direct, avait zoomé sur l'instant. Des dizaines de caméras, autrefois muettes par courtoisie, avaient tout filmé. La pièce se figea. L'air devint lourd. Le sourire narquois de Juliette s'estompa. Le sourire de David se figea. Et Jessica, malgré le liquide qui imprégnait sa robe, ne broncha pas. Son silence était plus fort que la honte. Son immobilité, plus puissante que n'importe quelle gifle. Pendant un long moment, la salle de bal retint son souffle. Jessica resta immobile, sa robe trempée moulant sa silhouette comme une armure de soie, son expression indéchiffrable. Juliette baissa la flûte de champagne vide, son sourire narquois s'estompant tandis que les murmures s'intensifiaient dans la pièce. David, tentant de se ressaisir, ricana maladroitement et tenta de parler, mais sa voix fut couverte par le flot croissant de chuchotements. Puis, sans prévenir, l'atmosphère changea. Au fond de la salle de bal, une double porte s'ouvrit silencieusement et le président Charles Jonathan entra, flanqué de 2 agents de sécurité élégamment vêtus et de son conseiller juridique en chef. Il ne scruta pas la pièce. Il ne sourit pas. Son regard était fixé sur Jessica, sa femme, seule au cœur de la tempête, submergée par l'humiliation, mais plus sereine que quiconque dans la pièce. En la rejoignant, Charles retira sa veste et la posa délicatement sur ses épaules, avec une douceur qui fit taire les derniers murmures. Il n'eut pas besoin de prononcer son nom ni de demander ce qui s'était passé, ses yeux avaient déjà tout lu dans les siens. Puis, se tournant lentement vers Juliette et David, l'attitude de Charles changea radicalement. L'autorité calme se transforma en une attitude plus froide, plus résolue. Il fit un signe de tête aux agents de sécurité derrière lui. Juliette Thompson et David Robinson, dit-il d'une voix égale, sa voix résonnant à travers la salle de bal, vous êtes tous deux détenus dans le cadre d'une enquête fédérale pour détournement de fonds, falsification de déclarations d'investissement et diffamation publique. Un silence stupéfait s'abattit sur la foule. Le visage de Juliette se vida de ses couleurs. David recula en titubant, bouche bée d'incrédulité. Quoi ? C'est une blague, dit-il d'une voix faible. Tu ne peux pas, il peut, fit une voix douce de l'assistant juridique à côté de Charles. Et il s'exécuta. 2 agents intervinrent rapidement. Juliette tenta de protester, mais sa voix vacilla tandis qu'on la menottait discrètement, les poignets tremblants sous le scintillement de sa robe. David, pâle et en sueur, leva instinctivement les mains. Je ne savais pas, ce n'est pas ce que ça donne. Ces protestations restèrent sans réponse. Les médias présents, d'abord stupéfaits, ont ensuite braqué leurs caméras et leurs micros sur le chaos. Les flashs ont explosé. Les téléphones ont immortalisé chaque angle. Un titre se dessinait déjà sur les écrans d'information en direct, l'épouse du président humilié, réagissant avec force, des chefs d'entreprise arrêtés en plein gala. Et au cœur de tout cela, Jessica se tenait silencieuse. Ni victime, ni méchante, mais au cœur du cyclone. Elle n'était plus la femme oubliée. Elle n'était plus une femme à prendre à partie. Elle ne jeta même pas un regard à Juliette ou à David tandis qu'on les emmenait. Ses yeux restèrent fixés sur Charles, l'homme qui s'était présenté non seulement comme président, mais aussi comme son défenseur indéfectible. La salle de bal resta étrangement silencieuse longtemps après que l'équipe de sécurité eut escorté Juliette par le couloir de service, ses protestations s'estompant derrière les lourdes portes. David, lui, n'avait pas bougé. Toujours au sol, là où il s'était effondré, incrédule, quelques instants plus tôt, son smoking autrefois impeccable désormais froissé et taché de sueur, il fixait d'un air absent celle qu'il avait autrefois appelée son épouse. La réalité l'envahit comme une engelure. La foule s'était détournée, ses anciens alliés refusant désormais de le regarder dans les yeux. Les flashs des appareils photo continuaient de clignoter,
mais personne ne venait à son secours. Seule Jessica se tenait là, calme et impassible, un portrait de dignité au milieu des retombées de son arrogance. Charles restait à ses côtés, mais ne disait rien. Il comprit que ce moment lui appartenait à elle seule. David rampa jusqu'à mi-chemin, la voix brisée lorsqu'il parvint enfin à parler. « Jessica. S'il te plaît, » commença-t-il, assez fort pour que la salle l'entende, même si cela ressemblait davantage à un gémissement. J'étais aveugle. Je ne savais pas ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. Moi, s'arrêta-t-il, s'étranglant, les yeux brillants de panique. Je ne savais pas qu'elle gâcherait tout. C'était toi. Tu étais bon. Tu as toujours été bon. L'expression de Jessica ne changea pas. Elle ne broncha pas. David serra les paumes l'une contre l'autre dans une supplication désespérée, la voix tremblante entre ses dents serrées. Je suis désolé. Je te jure, je pensais courir après quelque chose de mieux. Mais tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. S'il te plaît, dis quelque chose. Dis-leur d'arrêter. Dis-leur que je ne mérite pas ça. Sa voix se brisa à nouveau. Ne me laisse pas partir comme ça. Jessica s'avança lentement et, l'espace d'un instant, les yeux de David brillèrent d'espoir. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, la posture royale, le visage impassible. Lorsqu'elle parlait, sa voix était égale, mesurée et basse. Je t'ai tout donné. Mon cœur, ma confiance, ma loyauté, disait-elle. Et tu l'as traité comme de la poussière sous tes chaussures. Tu ne m'as pas seulement trahi, tu m'as humilié, rejeté et ri pendant que je saignais. David essaya de répondre, mais elle leva une main, le réduisant au silence. Ce n'est pas une vengeance, David, dit-elle, le transperçant du regard. C'est une conséquence. Puis, sans attendre la permission ni les applaudissements, elle lui tourna le dos, lentement, gracieusement, définitivement. Ses talons résonnèrent doucement sur le sol de la salle de bal tandis qu'elle retournait auprès de Charles. David resta au sol, oublié par la foule qu'il commandait autrefois. Et Jessica ne se retourna jamais. La lumière matinale entrait par les hautes fenêtres de l'aile, projetant des rayons dorés sur le carrelage ivoire et le parquet en chêne poli. Jessica se tenait au bord du jardin présidentiel, enveloppée dans un doux châle en cachemire, une tasse de thé en porcelaine à la main. Le parfum des hortensias en fleurs flottait doucement dans l'air printanier tandis qu'un petit groupe de journalistes attendait poliment à distance. Bien qu'officiellement présentée comme première dame 2 semaines plus tôt, elle avait déjà captivé la nation, non par des discours retentissants ou des déclarations de mode, mais par sa dignité discrète. Son histoire avait circulé plus vite que n'importe quel scandale, une femme autrefois méprisée et rejetée, aujourd'hui parmi les chefs d'État et s'exprimant avec clarté et assurance dans les forums de développement de la jeunesse. Elle n'avait pas cherché à se justifier. Elle avait simplement survécu au chaos qui tentait de la détruire. Entre les murs de la résidence présidentielle, Jessica avait transformé son espace en un havre d'authenticité. Sa nouvelle initiative, la Fondation Rebuild, avait été lancée discrètement, ciblant les femmes qui avaient tout perdu à cause de la trahison, de l'abandon ou de l'injustice systémique. Elle ne cherchait pas à s'attribuer le mérite. Elle donnait une orientation, des outils et un espace pour que d'autres puissent s'épanouir. Son studio de design à Briarcrest était toujours en activité, désormais dirigé par une équipe talentueuse de jeunes femmes qu'elle encadrait personnellement. La presse n'arrêtait pas de parler de sa dualité, de la façon dont elle parvenait à concilier son rôle de première dame avec celui de femme d'affaires, de mentor et d'élégance discrète. Mais Jessica prêtait rarement attention aux gros titres. Son univers ne tournait plus autour du regard des autres. Tout tournait autour de la façon dont elle se voyait. Et pour la première fois depuis des années, elle pouvait dire que le reflet était complet. Juliette Thompson et David Robinson étaient des noms qui lui traversaient rarement l'esprit. Aux dernières nouvelles, l'affaire de fraude de Juliette progressait rapidement devant les tribunaux, ses avoirs étaient gelés et elle n'était plus la bienvenue sur aucune liste d'invités. David avait été discrètement renvoyé des Verlinés, selon certaines sources, se battait contre des poursuites et des agents de recouvrement à huis clos. Mais Jessica ne souriait pas de leur chute. Elle les laissait simplement s'estomper. Il y avait des chapitres qu'elle avait terminés, des pages qu'elle ne relisait plus. Maintenant, lorsqu'elle entrait dans les dîners d'État avec Charles à ses côtés, les têtes se tournaient non pas parce qu'elle avait survécu, mais parce qu'elle était arrivée. Elle était devenue plus que quiconque ne l'aurait cru, surtout ceux qui avaient autrefois tenté de la briser. Et dans le calme de ce jardin,
le vent caressant son visage et la pénichée au plus profond de sa poitrine, Jessica Watkin Jonathan prit une profonde inspiration et se murmura, non pas en tant que survivante, non pas en tant qu'épouse, mais en tant que femme renaissante, c'est à moi maintenant.